Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et j'ai envie de vous dire bonjour. Et ben je vais vous le dire bonjour. Ça va Philippe David? Bonjour Philippe David. Bonjour ma chère Cécile de Ménibus. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est un anniversaire. Ça n'est pas le mien. Non, c'est pas le vôtre, mais c'est l'anniversaire de la disparition de quelqu'un que j'adorais qui s'appelait Coluche. Et je vous ai mis de côté en cette période d'élection quelques citations de Coluche, ça vous dit? Allez-y. Allez, la première, la Chambre des députés, la moitié sont bons à rien, les autres sont prêts à tout. Okay. La deuxième, homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. La troisième, les politiciens, il y en a pour briller en société, ils mangeraient du cirage. Oui. La quatrième, c'est pas dur la politique comme métier, tu fais 50 droits et tout le reste de travers. Et en conclusion, c'est un petit clin d'œil, les femmes seront les égales de l'homme le jour où elles accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué. Et ce n'était pas du narcissisme. La première est géniale. Ah ouais, la première est géniale. Elles sont toutes bien. C'est très très bon. Et pour vous dire bonjour, on va vous offrir des jolis cadeaux. Allez, on démarre tout de suite avec ces cadeaux. Et vous allez pouvoir assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et donner la possibilité d'assister et d'aide à une personne en situation de handicap visuel qui partagera ce moment avec vous. Mais vous ne serez pas seul. Vous aurez 4 places pour le volleyball assis à 4 places le 30 août à 18h à l'Arena Paris-Nord, Philippe. Ah, l'Arena Paris-Nord, oui, c'est les Jeux paralympiques, le volleyball assis, mais c'est très spectaculaire. Incroyable. 4 places le 30 août à 18h à l'Arena Paris-Nord. Tiens, allez, Cécile, c'est vous qui allez choisir le numéro d'appel, allez-y. Ah, mais vous savez quoi? Non. Je vais dire le 9e appel au standard. Le 9e appel au 0826 300 300 et vous aurez la charmante Aude qui est de retour en ligne. Back. Vous fera gagner 4 places pour le volleyball assis à 18h le 30 août à l'Arena de Paris-Nord. Et c'est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Une très belle opération. On est ravis de cette opération solidaire avec Sud Radio. Allez, on démarre cette émission. Le sommaire de cette émission, mes amis, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Emmanuel Macron se lâche contre le nouveau Front populaire. Il dénonce un programme totalement immigrationniste et ubuesque, en référence à la possibilité de changer de sexe en mairie. Des propos tenus lors d'une visite sur l'île de Sein dans le Finistère pour les commémorations de l'appel au 18 juin. Les attaques du chef de l'État contre la gauche vont désormais au-delà du champ économique. Alors parlons vrai, la France étant plus à droite que jamais, Macron va-t-il là où il y a le plus de voix à récupérer? Pour vous, Macron, c'est un président de droite ou de gauche? Et à cette question, immigrationnisme, trans, Macron opère-t-il un virage à droite? Vous dites non à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on fera appel à un politologue, Benoît Cotressa avec nous, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et puis 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. C'est une décision rare de la part de la CGT. Son comité confédéral national appelle à voter pour le nouveau Front populaire, programme qui répond le mieux, selon eux, aux attentes et aspirations des travailleurs et des travailleuses. Selon le syndicat central, c'est la première fois que la CGT apporte un soutien à un camp au premier tour d'une élection. Alors parlons vrai, est-ce que vous croyez en un syndicalisme apolitique? Est-ce que le fait que les syndicats penchent tous ou presque à gauche pour les syndicats de salariés ne pose pas un problème démocratique? Et à cette question, les syndicats sortent-ils de leur rôle en donnant des consignes de vote? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, que vous connaissez bien, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile, mon cher Philippe. Bonsoir. Si vous me permettez un mot. Oui. Hier, j'ai eu un petit problème. Oui. Et j'ai pu remarquer l'extraordinaire amitié, solidarité de cette radio. Ouais. Je veux dire, on utilise le terme grande famille dans le judiciaire, c'est toujours faux. Oui. Mais là, j'ai pu constater que c'était vrai. Je Oui. tenais à rendre hommage à cette radio, d'ailleurs, qui ne cesse de monter. Voilà, qui cesse de monter aussi pour ces valeurs-là. Et c'est Voilà, ça, c'est c'est bien vrai. de le dire. Merci Philippe, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui. Malgré ce petit problème, Tom Conan est avec nous, auteur Bonsoir. de Pollution, publié chez Albin Michel.
Alors oui, bonjour, bonsoir et bientôt à tous. le prochain. Oui, ça je me permets de le mentionner parce qu'aujourd'hui c'est officiel, donc c'est une grande nouvelle pour moi, une petite pour l'humanité. Mais ce qui m'importe, c'est évidemment d'abord moi-même. Donc, bien sûr. Non, mais le prochain livre s'appellera Capital Rose et il sort à la rentrée de septembre chez Albin Michel. Donc je voulais le mentionner. Bravo. Capital Rose. Et on parle de quoi? Capital Rose, ça parle d'une déchéance sociale et d'une personne qui se réapproprie son propre corps à travers l'escorting. Ah voilà. Ah oui. Ça reste évidemment, ce n'est pas une autofiction, rassurez-vous. Oui. Vous ne quittez pas vos sujets de prédilection, mon cher Tom. C'est un drame social, mais avec une dimension un peu polar aussi qui peut plaire à d'autres publics, je pense. Ça donne Et envie. il y a des pages pour Philippe David? Ah oui, Non, c'est pour Olivier d'Artigol. pour tout le monde. Je crois qu'il a caché 2 blagues à l'intérieur. Faut les retrouver. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Bonsoir les vraies voix. Dis donc, Je vous trouve en pleine forme. L'émission va être, je sais pas comment elle va se mener, mais bon, d'abord, tellement heureux de voir que Philippe est là, mais avec un look, pour ceux qui nous suivent sur les écrans, de mafiosi sicilien. C'est exactement ça. D'un Totorina qui est un peu maigri, donc je vais pas trop le regarder parce que je commence à avoir un peu peur. c'est le clan des Siciliens, Oui. mesdames et messieurs. Et s'il veut vous faire la bise, méfiez-vous. Oui. Dites-moi Olivier d'Artigol, Dites-moi. vous travaillez beaucoup en ce moment? Un peu. Vous êtes bronzé? Ah, c'est parce que je retrouve ma tendre et douce à Ajaccio en fin de semaine. quelle chance. D'accord, ok. Je me disais, pour quelqu'un qui bosse beaucoup, avoir un bronzage comme ça. Parce que moi, regardez, ça me coûte tellement cher en maquillage que maintenant, je vais déposer le bilan. Allez, 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, Adrien de Brest, qui est avec nous. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour Sud Radio. Et Adrien, c'est la pluie qu'on entend à Brest ou pas du tout? Non, je plaisante, je déconne. Non, c'est le vent là. Ah, Le mauvais esprit. Adrien, dans un instant, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle du retour de Jérôme Cahuzac. Ah, bah écoutez très bien, vous bougez pas, on revient dans un instant. On écoute le répondeur 0826 300 300. Oui, bonjour Jean-Paul Abrignan. Écoutez, comment ne pas avoir envie de rire lorsqu'on entend les propos de Madame Rousseau, si ce n'était pas si grave. Madame Rousseau, je voudrais simplement vous dire que la France qui se lève, la France qui se réveille, c'est celle des travailleurs. C'est celle de ceux qui ont le respect des autres. C'est celle de ceux qui donnent une éducation à leurs enfants pour qu'ils puissent vivre en société normalement. C'est celle de ceux qui paient des impôts pour que des grévistes comme ceux de la CGT et ainsi de suite puissent se permettre de faire grève pour que vous ayez votre salaire à la fin du mois et ainsi de suite. Vos propos sont honteux. Et ce n'est pas vos petites grèves ou toutes ces menaces dégueulasses de la gauche pourrie que vous représentez qui pourront faire reculer les gens de la France digne. Voilà. Parce qu'il reste une France digne et vous n'en faites pas part. Voilà, c'est ce qu'on appelle parlons vrai. Hein. La parole est à tous. Il force le trait un petit peu, mais comme je vais avoir la chance tout à l'heure de dire tout le bien que je pense de Sandrine Rousseau, je préfère ne pas déflorer mon propos. Absolument, Philippe. Olivier d'Artigol. J'espère que d'ici le premier tour, 11 jours, et jusqu'au 7 juillet et après, on pourra continuer à débattre dans notre société, à ne pas être d'accord, mais tout en acceptant ce désaccord, et puis continuer à vivre ensemble, pour reprendre ce thème-là. J'espère, parce que ça se tend en ce moment. Ouais, ça se tend et parfois de manière un peu artificielle, c'est ça que je trouve dommage. Autant il y a des vraies oppositions sur des vrais sujets, des vraies options politiques. Autant... Là, ça passe, ça me semble pas vraiment artificiel. Oui, mais opposer, par exemple, ceux qui travaillent ou ceux qui profitent, c'est un peu, voilà, tout le monde paye des impôts. Je rappelle que une personne, enfin, c'est un peu un exemple paroxystique, mais une personne qui arrive demain en situation irrégulière en France, qui va à la boulangerie prendre un morceau de pain, il paye la TVA, vous savez. Non, mais à un moment donné, il faut quand même retomber sur terre de 3 secondes, quoi. Voilà. D'accord, ok. La démagogie, ça va 5 minutes. Allez, retour à Brest avec Adrien, mon cher Adrien. Bonjour, rebonjour. La candidature de Jérôme Cahuzac. Et donc, pour ou contre, en fait, j'ai envie de vous demander. Plutôt contre, parce que bizarrement, on ne l'a pas entendu pendant plusieurs années suite à ces affaires d'argent. Et là, j'ai l'impression que la tirelire est vide et il faut refaire le plein. Donc on abreuve le monde de belles paroles. Voilà. Alors il peut vivre d'autre chose que de la politique, hein, les chirurgiens. Hein. Oui. Bah après, je dis ça comme ça. Hein. Ouais. Après, avec toutes les magouilles qu'il y a eu, bon.
Alors, en fait, c'était le sujet hier de notre, enfin, l'un des sujets en disant est-ce qu'on peut accorder une seconde chance à quelqu'un qui a payé sa dette, en fait, entre guillemets. À mon avis, pour que ça se sache, c'est que c'était pas son coup d'essai. Je pense qu'il a eu plusieurs chances et qu'il a tout grillé. Ah oui, d'accord. Moi, c'est mon avis. Alors, c'est peut-être un procès d'intention. En effet, hier, Cécile, on a eu un débat passionnant que vous avez si bien arbitré tous les deux, entre notamment les deux indomptables, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, et j'ai réfléchi au cours de la soirée. Je crois tout de même que l'argument qui consiste à dire que c'est l'élection qui, à un moment donné, doit valider ou non le retour, je crois que c'est assez vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est totalement vrai. C'est donc à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, un territoire que M. Cahuzac a beaucoup marqué de son action par le passé, avant qu'il lui arrive ce que l'on sait. Les électeurs seront les seuls arbitres de tout cela. Le point final. Ouais. Moi, je dirais que je suis hostile à la peine de mort et je suis aussi hostile, à la peine de mort sociale, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on essaye d'appliquer à certaines personnes. J'y suis assez hostile. Voilà. Allez, merci beaucoup, Adrien. Vous restez avec nous, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir commenter comme bien entendu d'habitude. Dans un instant, les 3 infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et de quoi va nous parler le procureur aujourd'hui ? Une nouvelle promesse du président de la République. Eh bien, très bien. On fait une promesse, Philippe David, de faire la meilleure émission de la Terre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, c'est vendu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quand on a la joie d'être toujours aussi bien entouré pour faire une émission, écoutez, on vous en remercie parce que c'est grâce à vous que nous sommes là tous les jours. Avec Philippe David, on accueille bien entendu Philippe Bilger aussi, Tom Conan, Olivier D'Artigol et vous au 0826 300 300. Et vous savez que vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube, vous abonner et bien entendu nous joindre un peu partout sur les réseaux sociaux. En attendant, dans un instant, les 3 infos qui font les législatives, avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on va parler de la dissolution du GUD, de tweets antisémites, de la CGT qui se lâche d'Emmanuel Macron aussi. En 3 mots, ça va donner GUD, tweet et trans. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et a priori, monsieur le procureur, le changement, c'est maintenant pour Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron a dit hier qu'il est évident que s'il gagnait les élections législatives, il devrait changer. Alors, comment dire j'oscille entre ridicule et pathétique. Ridicule parce que il n'est pas le seul président à avoir formulé de nombreuses promesses et notamment des constats qu'il aurait changés. Nicolas Sarkozy l'a fait une dizaine de fois. Mais Emmanuel Macron, par certains côtés, peut apparaître pathétique, comme s'il cherchait désespérément une dernière carte pour sauver sa mise législative, et ça n'est pas gagné parce qu'il n'est plus cru. Il y a une première dimension, de mémoire, il avait indiqué cela après la crise du Covid, il faut changer, et je vais changer. Je ne sais pas si on peut changer. Véritablement, je ne sais pas si autour de la table on peut s'améliorer. Nous pouvons changer. On peut s'améliorer. Et j'ai surtout vous, il y a du boulot. Oui, mais j'essaie de me mettre à votre niveau. Donc comme je vois que j'ai encore un peu d'avance. Ça c'était et cher Philippe, j'ai aussi souvenir que lors de sa dernière conférence de presse, il s'était engagé à ne pas s'impliquer dans cette campagne des législatives. Ce qu'il fait à peu près quotidiennement aujourd'hui. Tom Conan. Oui, il y a une impression d'amateurisme. Moi, je comprends pas très bien ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Bon, tout le monde a été sonné, évidemment. Ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même une décision irresponsable. On a l'impression qu'il a été regretté juste après avoir été prise. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est de se raccrocher aux branches, de donner l'impression que la situation est maîtrisée.
parce qu'il a peur qu'on lui reproche ensuite si le RN arrive au pouvoir. Ce qui serait quand même la pure hypothèse. Gabriel Attal avait dit que c'était l'élection législative et celle du Premier ministre et non du président. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bilger. Allez tout de suite les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos éclectiques puisqu'il s'agit de GUD, tweet et trans. Gérald Darmanin propose au président Macron de dissoudre le GUD, un groupuscule d'ultra-droite. Le Rassemblement national retire son soutien à l'un de ses candidats pour un vieux tweet antisémite. Et puis la gauche crie à la transphobie après les propos d'Emmanuel Macron sur le programme jugé ubuesque du nouveau Front populaire qui permettrait selon lui de changer de sexe en mairie. Les vraies voix Sud Radio. Et vous savez quoi ? Je vais proposer au président de la République la dissolution du GUD, qui est un groupe d'ultra-droite, qui est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. Ils ne sont pas tous, hein. Je ne parle pas des électeurs. Les électeurs, ils expriment une colère. Moi, je les respecte. Je parle des dirigeants du Rassemblement national. Dissoudre l'Assemblée nationale, ça c'est fait. Puis le GUD, ça reste à faire. Gérald Darmanin, donc ce matin chez nos confrères de BFM TV, réaction immédiate de Julien Audoul du RN sur Sud Radio. Est-ce que Gérald Darmanin va proposer aussi la dissolution de la Jeune Garde antifasciste, un mouvement ultra-violent, un mouvement qui sème la haine dans notre pays depuis des années, dont le nouveau Front populaire a finalement investi l'un de ses représentants, et notamment monsieur Arnaud, qui est fiché S 3 fois, c'est-à-dire qu'il constitue une menace pour la sécurité de l'État. Julien Audoul chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. L'ex-député candidat à sa réélection dans Lyon affronte Michel Crouzet du Modem, Simone Palan de Lutte ouvrière, Nicolas Sauret du PS, Nadège Naz du Parti des Travailleurs, Annick Villebois de Reconquête et le divers droite Grégoire Weigel. De son côté, Jordan Bardella réplique qu'il dissoudra toutes les organisations, quelles qu'elles soient, d'ultra-gauche, d'ultra-droite. Le président du RN était au salon de l'armement Eurosatori. Il promet de ne pas remettre en cause les engagements de la France à l'international en matière de défense. Il a aussi annoncé ne plus soutenir un candidat RN dans le Morbihan. Joseph Martin épinglé pour un tweet antisémite en 2018, un tweet qui blaguait une histoire de gaz et de victimes de la Shoah. Je n'ai aucune forme de tolérance à l'égard de ce type de propos et les personnes qui ont des propos qui sont contraires à la ligne politique que je porte et à celle que porte le Rassemblement national ne siégeront pas dans le groupe du Rassemblement national. Vous savez que les investitures ont été faites par dizaines et par centaines en quelques heures dans toute la France, et ce qu'il faut juger, je crois, c'est la capacité d'un mouvement politique à réagir aux comportements ou aux propos qui sont parfois contraires à sa ligne politique. Jordan Bardella ici sur LCI au salon Eurosatori près de Paris. Et du côté de la CGT, Sophie Binet a explicité tout à l'heure la prise de position de son syndicat. Oui, un message posté par la centrale syndicale sur son choix d'affirmer son soutien clair au nouveau Front populaire. Ceci est un message pour les militantes et militants de la CGT. Un soutien justifié par la lutte contre l'extrême droite, dit Sophie Binet. Nous ne mettons jamais dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. Il y a une différence de nature. Cette différence de nature, c'est que si souvent l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes, elle refuse de rendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Brésil et aux États-Unis, où l'extrême droite a refusé le résultat des urnes et a tenté d'organiser un putsch. C'est ce qui se passe en Italie, où Giorgia Meloni est en train de faire une réforme de la Constitution pour remettre en cause l'indépendance de la justice et l'indépendance des organisations syndicales, de façon à pouvoir verrouiller la démocratie et à être sûr de pouvoir conserver le pouvoir. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Une petite réaction. Mais c'est faux, ça. C'est faux. Moi, j'accepte volontiers qu'on ne fasse pas d'équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Quoiqu'aujourd'hui, je dirais que l'extrême gauche est plus dangereuse, mais qu'on vienne pas dire que chez Trump et dans les États-Unis et en Italie, il y a une volonté d'éradiquer la démocratie. Non. Trump a quand même soutenu l'intervention au Capitole. Mais il est poursuivi, Olivier. Oui. Mais il y a dans le Trumpisme une relation plus qu'ambiguë avec la démocratie, il me semble. Oui, c'est même chose avec les Tea Parties, vous savez, qui étaient assez populaires il y a quelques années aux États-Unis. Il y avait aussi une volonté, pas vraiment de sécession, mais quand même de modifier profondément la forme du gouvernement, en particulier du gouvernement fédéral. Donc en fait, moi je trouve que l'argumentaire de Binet... Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Non, mais il y a quand même un risque effectivement dans les racines de ces mouvements-là. Donc je trouve que l'argumentaire de Binet, il est quand même assez juste et précis pour le coup. Hein. Après, c'est un engagement, c'est une position, mais qui vraiment se tient intellectuellement. On aurait pu citer d'autres pays. Oui. Qui, évidemment, auraient été beaucoup plus proches. Et ça ne lui est pas venu, c'est un oubli. C'est drôle. Par hasard. Elle s'est débinée. De son côté, Emmanuel Macron a déclenché une polémique qui va nous amener à notre grand débat du jour. Hier, sur l'île de Saint, il n'a pas seulement commémoré l'appel du 18 juin. Effectivement, le chef de l'État aussi fustigé le programme jugé, je cite, immigrationniste du nouveau Front populaire, avec des choses complètement ubuesques, dit-il, comme le fait d'aller changer de sexe en mairie. On l'entendra dans un instant, Emmanuel Macron. En tout cas, c'est faux. Ce passage en mairie ne serait que l'une des étapes de la procédure, lui répond ce matin l'écologiste Sandrine Rousseau chez Jean-Jacques Bourdin. Mettre cela en exergue, c'est lever des épouvantails et stigmatiser des personnes. Et je voudrais dire que les personnes qui sont dans des procédures de transition, qui passent de homme à femme ou femme à homme, ce sont des procédures qui sont extrêmement difficiles personnellement, médicalement aussi, et qu'en fait on ne joue pas avec ça. Les personnes qui le font, ce sont des personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur corps, et qu'à un moment donné on ne peut pas les mettre comme ça à la vindicte populaire, et que je suis très en colère de cette phrase. Et ça n'est pas responsable de la part d'un président de la République que de faire ça. D'ailleurs, beaucoup d'autres ressortent ces propos tenus il y a 2 ans par Emmanuel Macron dans le magazine Têtu. Les personnes qui s'engagent, disait-il, dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix, et leur vie, disait-il, ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives si elles sont inutiles. En tout cas, Sandrine Rousseau, ex-députée et candidate aux législatives à Paris, va affronter Pega Malek Hamadi pour Renaissance, le LR dissident Jean-Baptiste Olivier, la LR officielle Elisabeth Stieb, le divers droite Marc Elie, Marie-Josée Boulère du RN, Florence Bédag de Lutte ouvrière, la divers droite Sophie Chen, le divers écologiste Julien Rosenberg, Marion Botou de Reconquête, Blandine Chauvel du NPA et le divers centre Jade Farran. Voilà, c'est il y a une candidature, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est vrai qu'on n'a pas compris la 3e ligne. Mais on peut dire un mot ou on n'a plus de temps? Oui, non, mais je vais juste dire que Rousseau, il a quand même vraiment raison sur ce point là aussi. Et je dirais aussi que le vrai problème dans ces attaques, c'est que les personnes trans ne demandent rien à personne. Elles veulent juste vivre plus simplement, faciliter leur démarche. Ça n'enlève absolument aucun droit à quiconque. Absolument. Allez, dans un instant, on aura le temps d'en reparler. On va revenir sur ces législatives 2024. Emmanuel Macron qui s'indigne des propositions de la gauche qu'il qualifie, on en a parlé, d'ubuesque, comme aller changer de sexe en mairie, je dirais plutôt de genre, mais bon, il dénonce ce programme totalement immigrationniste. Alors parlons vrai. La France étant plus à droite que jamais, Macron va-t-il pêcher là où il y a des voix? Est-ce que pour vous, Macron, c'est un président de droite ou de gauche? Et à cette question, Macron opère-t-il un virage à droite? Vous dites non à 60%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Bruno Cotresse est avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que Emmanuel Macron est toujours le président de tous les Français? Il est le président de tous les Français officiellement, ça c'est son rôle, vraiment donné par la Constitution, mais c'est vrai qu'il clive beaucoup pour quelqu'un qui aspire à être le président de tous les Français, mais constitutionnellement, juridiquement, il est bien évidemment le président de tous les Français. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous êtes au standard. Ève, pas du tout. Aude est de retour. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, impeccables à l'antenne, mais hors antenne. Aujourd'hui, ça glisse très bien. Depuis 17h, c'est parfait. Ouais, ouais, d'accord, ok, Philippe David. Quoi, c'est vrai, Philippe David, toujours dans la nuance et toujours dans le. Et toujours dans le délicat. Bah ouais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est quand même les deux pieds dans le plat à chaque fois, c'est ça qui est bien. Mais non, pas du tout, vous extrapolez. Bien sûr, c'est toujours les autres. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan et notre ami Olivier d'Artigol. Enfin, notre ami. Ça s'arrange. C'est un bien grand mot. On parle de silhouette. Ne nous emballons pas. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre.
puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon, c'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, contre le nouveau Front populaire qui dénonce ce programme totalement immigrationniste et ubuesque en référence à cette possibilité de changer de sexe en mairie. Des propos tenus lors d'une visite sur l'île de Sein, dans le Finistère, pour les commémorations de l'appel du 18 juin. Les attaques du chef de l'État contre la gauche vont désormais au-delà du champ économique. Alors parlons vrai, Macron a-t-il stratégiquement raison d'être plus dur avec les promesses du nouveau Front populaire qu'avec celles du RN? Est-ce qu'il peut attirer vers ses candidats aux législatives des électeurs de LR et du RN? Et à cette question, immigrationnisme trans, Macron opère-t-il un virage à droite? Vous dites non à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Bruno Cotresse est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno Cotresse. Pardon, Philippe Bilger, ce président. Emmanuel Macron, à mon avis, n'opère pas un virage à droite, mais un virage électoral. Il faut bien voir que depuis la soirée du 9 juin et l'annonce de la dissolution, on en a beaucoup parlé dans les vraies voix. Moi, je trouve qu'on a eu un climat délétère, presque shakespearien, où le président semblait avoir perdu la maîtrise des choses. Et j'analyse ce qui se passe maintenant comme une tradition. On n'a jamais eu un président de tous les Français, il faut être clair. Mais celui-là retrouve une forme de vigueur et naturellement attaque en forçant le trait sur différents points le nouveau Front populaire. Ouais. Ça me paraît logique. Oui, stratégiquement, ça me semble cohérent. Il essaye effectivement de tirer la nappe vers lui pour faire en sorte que les électeurs, je dirais peut-être de centre droit, se reportent sur lui plutôt que sur le RN. Donc stratégiquement, il a raison. Après, c'est un peu odieux sur le fond, puisque finalement, je sais pas quelles sont ses convictions profondes. D'ailleurs, personne ne les connaît vraiment. Finalement, elles sont tellement évolutives, mais c'est pas en crachant sur des personnes qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas franchement d'intérêt en cause, surtout là dans les élections législatives en question, qu'il pourra s'élever un petit peu au-dessus de ces différents débats. J'ai l'impression qu'il se rabaisse encore plus. Il se rend compte, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, que sa décision était quand même un peu irresponsable. Il a manqué de jugement, peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, là, il essaye toutes les stratégies possibles pour revenir en arrière. Mais c'est un peu tard. Olivier D'Artigol. On s'en souvient, lors de la dernière campagne des présidentielles, Emmanuel Macron a fait avant le premier tour une campagne à droite et dans l'entre-deux tours une campagne à gauche. Cette élasticité, on la connaît. Mais le second quinquennat, dans sa première partie, a donc tiré vers la droite. Et puis moi, ce qui devient très difficile, c'est cette élasticité. Sur cette affaire de mairie, il faut le dire à nos auditeurs, il ne s'agit en rien de se lever un matin, d'aller en mairie et de dire tiens, je veux changer de sexe. C'est pas sérieux de parler comme ça. Il s'agit d'une simplification d'un processus qui est d'ailleurs lourd. Le président le sait parfaitement, puisque il défendait la position qui est aujourd'hui dans le programme du Front de gauche. En 2022, ça a été dit tout à l'heure dans le magazine Tétu. Donc il sait précisément, il connaît parfaitement ce dossier-là. Mais donc il fait une opération politicienne qui sent pas très bon. C'est la première fois. Tout ça se retourne contre lui, alors qu'il était présent sur le matériel de campagne des candidats aux législatives de son rassemblement en 2017, en 2022. Là, les candidats décident de se passer de lui. Bruno Cotresse, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Macron, les réserves de voix de la majorité présidentielle, elles se situent où avant les législatives? Il est bien évident que le chef de l'État essaye, toujours fidèle à sa stratégie centriste, d'attirer des électeurs de centre-droit. Donc il emprunte d'une certaine manière des thématiques qui veulent caricaturer le programme de la gauche. Mais il y a un deuxième objectif, peut-être encore plus important pour le chef d'État, essayer d'enfoncer un coin entre les différentes formations de la nouvelle coalition de la gauche et d'essayer d'attirer des électeurs de centre-gauche qui trouveraient qu'on pousse le bouchon trop loin à gauche sur un certain nombre de réformes
de société ou qu'on pousse le bouchon trop loin sur les questions socio-économiques, SMIC à 1600 €, abolition de la réforme des retraites, etc. Donc le chef de l'État est fidèle à sa stratégie. Il sait que peut-être la seule manière d'essayer de rattraper cette décision tellement explosive pour lui, eh bien, c'est d'essayer, une fois les élections passées, de ramener vers lui des électeurs et des députés des deux centres, centre-gauche et centre-droit. Projet peut-être ambitieux, mais en tout cas projet très aléatoire au moment où nous parlons. Et pour vous, Emmanuel Macron, il gouverne à droite ou à gauche? Venez nous le dire au 0826 300 300. Ah, c'est une... Alors nous, dans les enquêtes du CEVIPOF, on pose cette question depuis longtemps. Où est-ce qu'Emmanuel Macron se situe? On propose aux gens qui nous répondent à nos enquêtes une échelle qui va de 0 à 10, où 0 c'est le plus à gauche et 10 c'est le plus à droite. On demande aux gens où est-ce qu'il est Macron? Eh bien, vous savez, il est en moyenne entre 6 et 6,5, donc centre-droit. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que plus les électeurs sont à gauche, plus ils poussent Macron à droite, et plus les électeurs sont à droite, plus ils poussent Macron à gauche. Bien sûr. Philippe Billiger. Bruno, est-ce que, Emmanuel Macron a développé lors de sa conférence de presse le fait qu'il y avait deux blocs pour aller vite irresponsables, et certains analystes considèrent que, en effet, sur le plan économique, aussi bien le nouveau Front populaire que le Rassemblement national ne sont pas fiables ni plausibles. Est-ce que cette critique que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, à votre avis, est encore pertinente et surtout crédible, dans la mesure où il ne parvient plus à offrir de manière cohérente sa parole aux Français qui en doutent de plus en plus? Eh bien, Philippe, le deuxième point que vous soulevez, c'est le point capital. Est-ce que c'est crédible? On voit que c'est difficile d'être crédible pour le chef de l'État. D'abord, il est au pouvoir depuis 7 ans. Donc, il est aussi comptable de la situation d'aujourd'hui. Et on sait que dans la situation d'aujourd'hui, il y a cette fameuse question des déficits et du niveau des déficits. On sait que le chef de l'État a pris des décisions au moment du Covid. Mais voilà, on a quand même un niveau de déficit très important. Il y a aussi aujourd'hui, vous avez vu, la Commission européenne qui s'est rappelée à notre bon souvenir et qui taxe la France en disant ça va pas les déficits français. On a eu la dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's, et donc il est un peu difficile pour le chef de l'État d'argumenter sur ce thème de l'irresponsabilité, parce que du côté des oppositions, on va lui renvoyer, on va lui dire finalement mais cette situation, c'est vous aussi qui en êtes comptable. Donc on voit que cet argument va sans doute compter dans certaines franges de l'électorat, mais je ne crois pas que ça fasse basculer les choses fondamentalement. Allez, direction le 0826 300 300, direction Brest avec Adrien, notre vraie voix du jour. Bonsoir Adrien. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Alors, vous revoilà Adrien. Allez, une petite réflexion peut-être sur ce sujet. Adrien. Oui, je vous écoute. Non, je vous disais sur le sujet, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron opère un virage à droite? C'est un peu compliqué avec Monsieur Macron parce que en fait, un coup à droite, un coup à gauche. Après, il reste plus qu'à faire tourner les serviettes parce que à chaque fois, tout est contradiction avec ce monsieur. Ouais. C'est le en même temps. Ouais, en tout cas, je ne pense pas qu'à Macronie, en ce moment, l'ambiance soit aller faire tourner les serviettes. Mais en tout cas, il a joué. Vous savez, il a beaucoup installé ce duo avec Marine Le Pen et le RN depuis 2017. Laissant entendre que la Macronie était à elle seule le camp de la raison et que toute adversité politique était déraisonnable et disqualifiée. Et aujourd'hui, s'il est tombé d'une certaine manière dans son propre piège, il aurait dit après la décision d'Éric Ciotti de rejoindre le RN, donc c'est bon, entre moi et le RN, il n'y a plus rien. Et donc cette stratégie qui a visé à une forme de dépolitisation et un duo est aujourd'hui quelque chose de redoutablement dangereux pour lui et il me semble aussi pour le pays. Moi, j'ai toujours pensé que l'idéologie n'était pas une mauvaise chose en soi, qu'elle était même nécessaire, que c'était le ciment de toute conviction politique
véritable. Sinon, on reste un technicien, un expert, on s'engage pas en politique. Il faut quand même des valeurs sur lesquelles on assoit un engagement. Et je trouve que le problème justement de Macron, c'est que finalement, son idéologie est variable. Elle peut passer d'un bout à l'autre, du X au Y, de A à B, du tout et son contraire. Et même de A à Z. Prenez par exemple la question du libéralisme. On avait l'impression il y a encore quelques semaines, Bruno Le Maire avait été intervenu là-dessus. Il voulait simplifier la vie économique, celle des chefs d'entreprise, etc. Donc plutôt une position libérale qui, quoi qu'on en pense, est au moins compréhensible d'un point de vue intellectuel. Et là, on voit sur la question, on a vu tout à l'heure des personnes trans, il voudrait finalement rendre les choses plus complexes, finalement, garder des garde-fous, etc. Donc j'arrive pas trop à le suivre. Sur la question de la dette, c'est pareil. Le quoi qu'il en coûte, c'est quand même bien lui qui l'a mis en œuvre. Il s'en est même enorgueilli d'une certaine façon. Et maintenant, il s'agirait de dire, ah bah non, attendez, c'est irresponsable. Donc c'était irresponsable. C'est irresponsable pour les autres, mais pour lui, ça ne l'était pas. Moi, je le quoi qu'il en coûte, il n'a jamais dit qu'il était irresponsable. Lorsqu'il dit que les programmes économiques à l'extrême gauche et au Rassemblement national ne sont pas fiables, on peut admettre qu'il a raison. Oui, c'est quand même difficile quand soi-même on a fait un quoi qu'il en coûte qui a été critiqué. On voit à peu près ce qui nous prévoit. D'ailleurs, ils sont obligés de se réunir à nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas, Philippe, que le bilan en termes de compte public, parce que les 1 000 euros de plus, 3 000 euros de dette, dont 1 000 sous milliard. Oui, pardon, milliard. 3 000 euros, ça irait. Limite, on s'en charge. C'est ça. À 68 millions, ça irait. J'étais en train de me dire, il s'est passé quelque chose cette nuit. Je vous fais une krasuki, allez, passons à autre chose. Mais les 1000 qu'il y a donc depuis son élection en 2017 ne recouvrent pas uniquement le Covid. Donc, bien sûr. Et ils ne peuvent pas donner des fonds. Surtout quand il a séché les recettes comme il a. C'est pas qu'un problème de dépenses, cher Philippe, c'est aussi un problème de recettes. Oui, mais tout ce qu'il dénonce n'est pas absurde. Bruno Cotresse, maintenant que vous savez que Jésus-Christ multipliait les pains et Olivier d'Artigol les milliards, je pense que ça va être dans une de vos prochains travaux au CEVIPOF. Est-ce que ça montre pas les limites du en même temps? Ah ben là, oui, on a touché d'une certaine manière, peut-être même, on a tous la même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la fin du en même temps macronisme, voire la fin, peut-être même du macronisme, hein, si Emmanuel Macron perd sévèrement les élections législatives, c'est une vraie question qui va se poser. C'est vrai que le chef de l'État, à un moment donné, notamment depuis qu'il a été réélu, a eu quand même beaucoup de mal à retrouver le chemin de ce en même temps de départ, vous savez, et de gauche et de droite. Il a formé une équipe où les principaux ministres emblématiques, ceux qui le suivent depuis 2017, sont issus des Républicains. Il a pris un certain nombre de mesures qui ont été considérées par les électeurs de gauche comme des mesures de droite, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, la loi immigration. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça lui est très difficile de se retourner vers les électeurs de centre-gauche en disant « mais en fait, j'ai besoin de vous ». Donc on voit que c'est très 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 compliqué. Il s'est mis dans une équation très difficile, le chef de l'État, et qui va être pas simple du tout pour lui d'en sortir vainqueur. Ça c'est clair. Bruno, je retombe à nouveau dans mon défaut, faute de conviction. Je fais de la psychologie. Au fond, j'ai entendu dire que Emmanuel Macron, par exemple, après la majorité relative, a eu un petit coup de mou, si vous me permettez l'expression. Après la déroute des européennes, il a une petite dépression, un découragement certain. Et que on affirmait que si les législatives l'entraînaient vers le fond, il serait peut-être capable d'aller vers une forme de démission. Vous y croyez ou pas ? C'est la question qu'on est très nombreux à se poser. Il est certain que si Emmanuel Macron perd ses élections législatives, et notamment s'il les perd de manière importante, imaginons par exemple que son mouvement politique finisse 3e de ces élections législatives, qui est aujourd'hui ce que racontent les sondages. Bon, c'est une défaite extrêmement sévère, mais surtout, c'est la 2e défaite en quelques semaines. Oui. Et la première défaite, c'était une défaite sur le thème principal d'Emmanuel Macron, où il joue normalement à domicile, l'Europe. Donc ça fait beaucoup au plan symbolique, et c'est vrai que 2 défaites de suite en quelques semaines pour l'exécutif,
ça sera un message terrible que lui renverrait le pays, et quelles que soient les solutions politiques, institutionnelles que le chef de l'État trouverait au lendemain de ces élections législatives, il sortirait de tout ça très 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 affaibli. Ça dépendra bien sûr du résultat. Si son mouvement politique finalement redresse la tête et arrive à mieux s'en tirer que ce que les sondages disent aujourd'hui, le chef d'État va retrouver des marges de manœuvre. Mais là, au jour d'aujourd'hui, avec les données dont on dispose, il faut être prudent. C'est dans une dizaine de jours les élections. Là, il en sortirait très affaibli, incontestablement. Alors la psychologie, vous savez, Philippe, la psychologie des dirigeants, elle est souvent un peu ambiguë. Ils se sont tellement battus pour avoir le pouvoir, ils n'ont pas envie de le quitter non plus. Et pour le moment, le chef de l'État n'a pas donné de signe. Au contraire, il n'a cessé de réaffirmer qu'il se maintiendrait à l'Élysée. Eh ben, vous voyez, moi, j'ai la main sur le qui c'est qui l'a dit. Je peux faire gagner ou perdre des gens, donc je vais pas le lâcher. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, d'avoir été avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec ce fameux quiz de l'actu dont l'Europe et le monde nous ont invités. L'univers, quand même. Oui, mais ça, je voulais il faut se modestie. un petit peu. Soyons modestes. Selon un sondage. Cécile de Ménibus. Et après Philippe David, il y a Philippe Bilger, bien sûr. Après Philippe Bilger, il y a Tom Conan. Et après Tom Conan, il y a Olivier d'Artigol. Voilà. Comme ça, on a fait le tour. Et lui, c'est bien. On a fait le tour. Mais pas que. Il y a Adrien aussi, de Brest. Et Adrien, et comme il est de Brest, il va être du tonnerre. Ouais. C'est foudroyant. Ne l'encouragez pas, ne répondez pas. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vrais Voix. C'est tout de suite le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Quand je pense que Philippe David a trouvé un acolyte de blague, voilà. Eh ben oui, Adrien, vous répondez en premier, vous avez 5 secondes. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les fous là qui répondent à votre place. Allez, une question, qui c'est qui l'a dit à 3 points. Vous êtes prêt, monsieur le procureur? Absolument. Sur le président de la République, celui qui a donné la fièvre, c'est pas celui qui va la faire tomber en 3 semaines. Adrien. Alors vous êtes un président de région. Oui, j'allais le dire. Je passe. LR. Ok. LR. Le Gelier. Non, mais il est pas LR. Dans le Nord. Dans le Nord. Bertrand. Je l'avais en plus, Bertrand. Alors là, je l'avais. C'est clair. Mais là, je vais être très attentif à la décision arbitrale. Je vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas contester, Olivier? Alors, rarement, Philippe. Alors j'ai un doute. Non mais vous auriez dû jouer le replay. En fait, vous êtes un footballeur du débat. J'allais dire quelque chose de grossier. Allez-y. Non mais allez-y, lâchez-vous. On est au vrai voir, on n'est pas chez les pros. Adrien, attendez, Adrien, c'est voilà qui non, c'est plutôt d'Artigol ou c'est plutôt Bilger? Je vais donner le point au procureur. Bon, merci Adrien. Vous êtes un homme équitable qui aurait mérité d'être magistrat. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Pardon? Adrien, vous dites quoi? Bon, on s'en fout. Qui c'est qui l'a dit à 1 point sur l'enquête lancée contre lui? Je savais que ça ne passerait pas tous ces tickets de caisse pour du shampoing. Adrien, il est chauve. Il est du Sud. Ciotti. Bonne réponse, Éric Ciotti. 1 point. 1 point. Question, qui c'est qui l'a dit à 2 points à propos de l'accueil des réfugiés climatiques? Il n'y a pas de chiffres parce que c'est notre humanité qui commande. Adrien. Jacques Attali? Non. Rousseau? Non, c'est une femme. Binet? Pas loin. Rousseau. Ruffin? Non. Plus à gauche. Autant. Non. Adrien? Non, elle est européenne. Européenne. Bonne réponse. Là, il a été plus rapide. Cette fois-ci, c'est drôle comme lui, il est toujours certain qu'on fait d'artisan. Non, très nettement. Philippe, très nettement. Ouais, c'est ça. Non, Philippe, n'attends rien. Non, là, oui, non. Là, je l'admets, mais ce que je n'aime pas, c'est le ton péremptoire de l'arbitre. Je vous en prie. Alors que Cécile est parfaitement vue. Exactement. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Et si je peux enfler Bilger, je vais pas me gêner. Sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez dit là? Si je peux enfler Bilger sur les deux. Si je peux enfiler. Non, j'ai dit enfler. Excusez-moi, je vous en prie.
Oh là là. Vous croyez que... Cécile, oh. Vous croyez que je serais étonné que vous soyez une enfleuse? Cela ne nous regarde pas. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur Emmanuel Macron? On attendait Jupiter et on a eu Néron. Oh, c'est Olivier Faure. Bonne réponse. C'est joli. Adrien, c'est bon. Adrien. Joli. Adrien. Au sujet du Front populaire, qui c'est qui l'a dit à 2 points? Ce qui nous rapproche, c'est l'esprit de responsabilité. Sandrine Rousseau? Non. Ruffin? Non. Presque Sandrine Rousseau. Une femme. Roussel? Non. Ouais. Marine Tondelier. Bonne, non, presque. Non. Panot? L'autre. Dommage. L'autre. L'autre... Madame Toussaint. Oui, bonne réponse d'Adrien. Il est très bon. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Quand avec le Rassemblement national, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes. Adrien. J'ai lu ça ce matin. Alors ça... Langauchat. Un écolo. Il est sénateur. Jadot. Bonne réponse ouais. d'Olivier d'Artigol. Yannick Jadot. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Allez, 3 points. En disant j'ai déchiré le voile de l'ignorance, Emmanuel Macron se prend pour le pape. Il a perdu la tête. Adrien. C'est un maire. On l'entend souvent, c'est le maire de Béziers, non? Oui, bonne réponse, Robert Ménard. Robert Ménard. Il parle un peu trop, celui-là. Ah, il est bon. Mais c'est fini. Hein. J'avais raison de dire qu'Adrien serait du tonnerre. Il a gagné avec 8 points. Bravo. Merci. Incroyable. Merci. Devant Olivier d'Artigol, 4 points. Oui, donc, Philippe Bilger, 3 points. Donc en fait, j'ai gagné, puisque j'avais gagné la première. Donc non, mais ça bon. faisait 4 et 3, 7. Vous étiez en dessous de 8. Hein. Et là, Ouais, vous avez raison, Adrien. J'en réussis, hein. Ouais, Oui. Adrien, puisque vous avez gagné, Tom. Je me suis quand même battu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Un petit mot pour nos vraies voix. C'est vraiment nul. Eh bien non, mais continuez comme ça. Faut du débat, il faut de l'ouverture d'esprit et puis voilà. Merci à vous. Ah bon, on était Voilà, très merci. heureux de vous accueillir, Très heureux. Adrien. On vous C'était embrasse un très plaisir. fort et Vive la Bretagne. Oui. Pourquoi? Mais je suis Bah, il est très de Brest. étonnée. Ah oui, c'est là, pardon. Ah bah oui. Pour une fois que c'est pas une blague. On a évité le Paris-Brest. On aurait fait du gâteau. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, vite, on y va. Sandrine Rousseau, Avec- détestable. Moi, Tom je vais parler Conan. du fait qu'il y a une hystérisation des débats politiques. Avec vous. Un très grand nombre de procurations, bonne nouvelle. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan, Olivier d'Artigol et vous au 0826 300 300. Vous avez la parole dans un instant avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on, Félix? De ces inspecteurs, de ces enseignants qui dénoncent des intimidations après des courriers de la hiérarchie de l'éducation nationale, courriers pour les inciter à s'abstenir de manifester en période électorale au nom d'un supposé devoir de réserve. Allez, on en parle dans un instant. Et un des grands moments de la préparation des vraies voix, c'est le choix des sujets des débats, du vous avez la parole et du coup de gueule. Et aujourd'hui, comme j'avais 6 coups de gueule à pousser d'un coup, Cécile a vu que j'étais dans tous mes états et elle m'a dit fais les 6 d'un coup, alors c'est parti. Commençons par la politique en France. Gérald Darmanin veut dissoudre le GUD, une milice violente d'extrême droite comme il a dissous les identitaires. Bravo, mais pourquoi ne dissout-il pas une milice d'extrême gauche ultra-violente, la nouvelle garde antifasciste, dont le porte-parole triple fiché S est candidat aux législatives? Merci de m'expliquer ce 2 poids 2 mesures. Passons à l'arrière. 2 étudiantes membres de Riposte Alimentaire qui avaient aspergé le tableau de Claude Monet le printemps au musée des Beaux-Arts de Lyon de soupe ont été relaxées car le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis alors qu'elles ont reconnu les faits. Un laxisme qui a fait Flores outre-Manche puisque des abrutis de Just Stop Oil, arrêtez le pétrole, ont saccagé ce matin à la peinture le site préhistorique de Stonehenge. Plutôt qu'arrêter le pétrole, il ferait bien d'arrêter la connerie, comme on aimerait riposter alimentairement aux 2 Péronnelles de Lyon en les entartant version l'entarteur. On continue avec les candidats au bac qui se plaignent sur Twitter de la présence du mot hostile dans un sujet, mot dont ils n'avaient jamais entendu parler. Il faut dire en lisant leurs tweets que vu leur niveau d'orthographe, on peut dire que la langue française est pour eux un rendez-vous en terre inconnue,
et hostile. On pourrait continuer, avec ce journaliste de gauche qui a osé tweeter après la mort d'une eurodéputée RN âgée de 49 ans, je cite, une de moins. Comme chantait Brel, on peut être beau et con à la fois, mais dans son cas, c'est méchant et con à la fois. On continue avec les cris d'orfraie contre la signature d'un gardien de but russe au PSG, accusant quasiment le club de la capitale de participer à l'économie de guerre de Poutine. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Enfin, après avoir commencé avec la politique française, on va conclure avec elle. Suite à l'abominable viol d'une jeune fille de 12 ans parce que juive, Emmanuel Macron a proposé 1 heure sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme cette semaine dans les établissements scolaires. Une mesure franchement à la hauteur vu l'horreur de l'acte. Alors s'il vous plaît, les vraies voix, soyez sympas avec moi car l'actu aujourd'hui me les a brisés menus. Philippe Bilger. Cécile a bien fait de vous proposer 6 sujets. Il y en a au moins 3 qui me passionnent. Le RN et 2 autres. Le reste, c'est votre indignation à laquelle je finis par être délicieusement habitué. C'est ça. C'est pour ça que j'ai proposé d'en faire 6. Voilà. Je pourrais en faire écho à 2 ou 3. Sur le dernier, sur la sensibilisation suite à ce qui s'est passé à Courbevoie, bien sûr que ça n'est pas suffisant, qu'on voit bien tout ce qu'il y aurait à faire, mais le fait qu'on puisse, dans le cadre éducatif, faire des choses, ça me semble aussi utile. Alors, sur les gens qui avaient lancé effectivement de la soupe sur une œuvre d'art, là, sur Monet, oui, effectivement, j'ai vu passer ça. Pour le coup, j'ai la sensation que les juges, je sais pas, hein, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, ont peut-être considéré que c'était quand même pas très grave et que peut-être, effectivement, il était peut-être pas nécessaire de condamner ces personnes. Non, mais je sais pas, mais j'imagine qu'il y a quand même une opportunité également, peut-être. Il y a eu 200 euros de réparation, on aurait dû le payer. Mais ça paraît un peu quand même dérisoire, je sais pas. Vous trouvez que c'est non, mais je sais pas, c'est une question. Je pose la question. Je pose la question. Moi, j'ai toujours trouvé ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Parce que je trouve que s'attaquer aux œuvres d'art, c'est un scandale déjà en soi. Puis ça rappelle même, sans faire de référence ou de point Godwin, mais bon, les autodafés ou ce qu'on veut, s'attaquer aux œuvres d'art en elles-mêmes. Je trouve ça assez inquiétant, c'est débile. Pour autant, je suis pas non plus pour surcriminaliser des actes qui, honnêtement, ont quand même peu de portée. Au moins le remboursement de voilà, mais sur le plan pénal, ça me semble pas énorme. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu dans l'Éducation nationale. Donc des enseignants et des inspecteurs dénoncent une intimidation au nom du devoir de réserve électorale. En raison des élections législatives, vous voudrez bien, selon l'usage, vous abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie susceptible de présenter un caractère préélectoral. Ça, c'est le courrier reçu par des inspecteurs, des chefs d'établissement dans l'Eure. Et c'est Éric Nicolet qui l'a rendu public sur les réseaux sociaux. Le secrétaire général du syndicat des inspecteurs SUI-FSU dénonce des abus de pouvoir, des tentatives d'intimidation qui se multiplient. Bonsoir Éric Nicolet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Des syndicats d'enseignants aussi font part de courriers similaires comme ça sur un supposé devoir de réserve en période préélectorale. En fait, c'est un excès de zèle de la hiérarchie selon vous, ces courriers ? Oui, c'est un excès de zèle parce que justement ce devoir de réserve, il n'existe pas dans les textes. Ce qui existe et qui est appliqué tout au long de l'année et dans le cadre de nos fonctions, c'est l'obligation de neutralité. Ça, oui, en effet, ça fait partie du code de la fonction publique et c'est quelque chose que les fonctionnaires font vivre au quotidien parce qu'il est essentiel que la fonction publique soit neutre et qu'elle accueille toutes les personnes, tout le public, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs opinions politiques. Donc le devoir de neutralité, ça existe. Par contre, le devoir de réserve, ce n'est pas cadré. C'est, comment dire, un usage républicain, une tradition qui nous permet en effet d'être prudents, nous demande d'être prudents pendant les périodes électorales, encore plus prudents que d'habitude, pour avoir une parole mesurée. Mais, Philippe Bilger. Vous faites vraiment une grosse différence entre la neutralité et la réserve républicaine ? Oui, c'est très différent parce que là, ce qu'on nous demande, c'est de ne pas participer à des manifestations, c'est-à-dire de nous empêcher de participer à des manifestations dans le cadre de nos fonctions, parce que il y aurait un risque que nous pourrions y prononcer des paroles qui pourraient être partisanes. Donc c'est là où il y a un abus, parce que nous participons, et c'est notre métier, en tout cas moi je représente des inspecteurs, des inspectrices, nous participons à des manifestations publiques et à aucun moment nous sommes amenés à prendre une position partisane dans ces manifestations. Donc il n'y a pas de raison, plus maintenant qu'hier.
Et surtout, ce que semble dire le texte, ce qu'il y a un petit peu en filigrane, c'est qu'il nous interdirait de participer à toute manifestation. Or, lorsque nous ne sommes plus dans le cadre de nos fonctions, nous sommes des citoyens et nous pouvons participer à toutes les manifestations politiques de quelque bord qu'elles soient à partir du moment où nous ne faisons pas état de notre fonction, de notre statut de fonctionnaire et que nous nous y exprimons en tant que citoyens. Merci beaucoup Éric Nicolet d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat des inspecteurs SUI FSU. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec plaisir. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et de quoi parle-t-on avec le procureur ? Sandrine Rousseau a été détestable. Et avec Monsieur D'Artigol ? Un très grand nombre de procurations pour les prochaines élections législatives. Bonne nouvelle. Et avec notre auteur ? L'hystérisation des débats politiques. On en parle dans un instant. 0826. Ah bon, comment ça ? Je ne sais pas. Et moi, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est un concept nouveau. Sud Radio, votre attention. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et retour des vraies voix avec. Vous êtes toujours en forme, Cécile, ce qui est fabuleux avec vous. Physiquement, vous voulez dire en forme ? Non, je ne me permettrai pas. Déjà, vous avez votre corps d'été du 1er janvier au 31 décembre, tout le monde le sait. Comme Philippe Bilger d'ailleurs. Ouais, c'est ce que les gens pensent. Mais c'est faux, tout ça est faux, parce que j'en laisse une partie chez moi, mais quand. Mais alors quand que moi j'amène tout, hein. Ouais, c'est tout le problème. Ne venez qu'avec une seule partie. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Tom Conan et bien sûr Olivier D'Artigol, puisqu'on est mercredi. Vous prenez ce ton du sud-ouest un peu de peuplade lointaine. Rien à voir. Comment vous avez dit D'Artigol, allez-y. D'Artigol. Il a dit avec l'accent marseillais, mais il est de Pau. J'aime bien cet accent. Je sais pas. D'Artigol, c'est bizarre. Moi, je préfère dire D'Artigol. Je sais pas pourquoi. Voilà, bon, bref. C'est un joli nom, en tout cas. Oui. C'est Gol. D'Artigol. Tous les noms en Artigue, c'est quand des paysans ont défriché. Ah oui, c'est vrai. Ils ont coupé des arbres pour pouvoir cultiver la terre. Jolie référence. Le 12e, 13e siècle. Ça défriche J'aime sec. beaucoup la fin du nom. Gol. Oui, oui, ça, c'est le foot. Oui, ça c'est le foot. Il défriche le foot. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez l'équipe de France, c'est très égole, on a D'Artigol. Oui, c'est ça. On y va quand on veut. C'est tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end ? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. C'est très con. Philippe Bilger, votre tour de table. Bravo à Maxime pour ces jingles qui sont toujours excellents. Horrible. Oh, on a perdu tout le monde. Et on voudrait que je parle sérieusement de Sandrine Rousseau. Oh, ben vous en êtes capable. Non, mais Sandrine Rousseau, j'ai été amené à plusieurs reprises à la défendre un petit peu. Et je continue à le faire dans une atmosphère infiniment sérieuse. Mais je l'ai écouté ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Et franchement, je l'ai trouvée très mauvaise. Elle ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Lorsqu'elle ne sait pas répondre, elle développe une logorée humaniste, totalitaire. Je crois que dorénavant, je serai plus prudent dans mes hyperboles à son sujet. Je n'en ai jamais eu. Mais elle m'a déçu. Que j'ai souvenir de vous avoir entendu, cher Philippe, c'est vrai. Lui prêter plutôt une attention. Mais pas ce matin, Olivier. Oui, bon, mais il faut peut-être passer, faut ouvrir notre chapitre. Ne restez pas sur cette déception. Ou nos qui, je le sens, vous atteint au plus profond, mais bon, vous allez vous en remettre. En revanche, ce que je trouve bizarre, c'est de juxtaposer humanitaire ou humaniste, je sais plus ce que tu as dit, et totalitaire. Bah oui. Non mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Je veux dire, parfois il y a une certaine manière de mettre l'humanisme à tout bout de champ à propos de tous les sujets pour s'en servir comme une sorte de palliatif. Et j'aurais attendu de sa part que on ait une démonstration
au sujet des interrogations qu'on formulait, de la validité de l'humanisme qu'elle proposait. Mais c'est un peu totalitaire, un peu excessif peut-être quand même. Un petit peu excessif. Non, totalitaire. Non. Ah, totalitaire. Elle prône mais pas le totalitaire, mon cher Tom, ça ne renvoie pas forcément au GPU. Non, effectivement. Après, c'est vrai que dans le contexte... Vous êtes trop jeune pour avoir connu cette époque. Mais dans le contexte politique, c'est que totalitaire, on voit quand même à quelque chose d'assez précis, quand même. Regardez, il peut y avoir ici des pensées totalitaires. D'une certaine manière, la proximité de Philippe David avec les sujets scatologiques, il y a une sorte de généralité qui ressemble presque à une totalité. Là, je trouve ça plus parlant, ouais. Je vous en prie, surtout pas vous. Olivier D'Artigol. Qui a l'air désespéré. Il a raison. Je la ressortirai. Je retiens jamais une blague, mais celle-là, je pense que je vais... oui. Pour une fois que vous la comprenez, c'est bien. C'était sur l'esprit totalitaire. Ah non, c'est mon tour de table. Non, il fallait réagir au débat. Oui. J'étais d'accord. Oui. Il y a un certain flottement. On peut passer à votre tour de table. Allez, c'est bon, allez, on passe à la suite. Tom, sur l'hystérisation des débats. En effet, alors moi, ce qui m'a quand même frappé récemment, en effet, c'est pas nouveau, l'hystérisation des débats politiques, mais j'ai l'impression que quand même la période, elle est quand même grave. On va pas revenir sur ça. Enfin bon, on a quand même tous été sonnés, je pense, à la fois par le résultat des européennes et ensuite par la décision de dissolution que je juge totalement irresponsable, puisque ça a quand même ouvert un boulevard à l'extrême droite, quoi qu'on en dise. Et donc effectivement, face à cela, on a une hystérisation des débats qui reprend de manière un peu attendue, à la fois entre les candidats d'un même camp et d'un camp par rapport à un autre. Bon, évidemment, c'est une bonne guerre. Chacun essaye de pousser des arguments et surtout d'exister dans le débat public et notamment sur les réseaux sociaux. Mais ce que je vois, c'est que finalement, il y a un effet d'entraînement. Les partis, les candidats sont parfois dans l'invective, en tout cas sont dans des paroles un petit peu extrêmes, un peu excessives, y compris dans les partis qui ne se disent absolument pas à l'extrémité du spectre politique à droite ou à gauche. Et en fait, ça entraîne un peu toute la société, et en particulier sur les réseaux sociaux, vers justement des positions de plus en plus jusqu'au-boutistes. Et moi, j'ai toujours pensé que plus une position est jusqu'au-boutiste, plus elle est débile, plus elle est infondée et moins elle est intellectuellement valide. Et ça ne dépend pas du camp politique. On peut parfaitement d'extrême gauche avoir une pensée intellectuellement valide. C'est pas le problème. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que le vrai problème qu'on a, il nous reste encore un peu de temps avant le premier tour des législatives, heureusement, c'est qu'on ne se penche pas assez sur les programmes. Il y a des émissions qui existent et sur cette station, évidemment, voilà, on parle de tout ça, mais il faudrait détricoter les programmes de façon à avoir un avis un peu plus circonstancié. Moi, ça m'a quand même réjoui il y a quelques jours, vous savez, quand Hollande est intervenu sur un plateau de télévision. Bon, on savait pas effectivement qu'il allait se présenter juste après, mais ça m'a quand même fait plaisir d'un point de vue purement intellectuel, d'une certaine façon, qui mettent en avant à la fois, qui défendait ce que je pense effectivement être le choix qui s'impose à nous, le Front populaire, mais indépendamment de ça, il a quand même expliqué, de manière assez rapide d'ailleurs, qu'il fallait que les chiffres, les programmes soient crédibles, en l'occurrence celui du Front populaire. Et je pense que c'est un point important, parce que si on reste effectivement à un niveau superficiel d'invective, en s'insultant, de raciste, etc., ça va pas aller, ça va faire perdre le Front populaire déjà, et même pour ceux qui sont dans une autre opinion politique, qui souhaitent voir gagner un autre camp, c'est la même remarque que j'aurais à faire. Concentrons-nous quand même sur les programmes, sur la rationalité et sur l'intelligence. Philippe Bilger. Je serais en général d'accord avec Tom, mais là nous avons une campagne qui est très courte, dans des délais très contraints, et parfois je me demande si au fond il est bien légitime de demander à des partis ou à des personnalités des programmes, puisque par définition le réel qu'elles affronteront quelques semaines plus tard les battra en brèche, et d'autre part, et là c'est ma faiblesse, mais ça tombe bien, c'est la politique d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible aux êtres, au tempérament qu'au programme. Olivier Artigol, moi j'ai une grande nostalgie pour les élections législatives passées, il y a encore quelques années, où il y avait la possibilité de débattre sérieusement, avec le temps pour le faire, d'un programme pour la France et son avenir, sur des grandes questions structurantes. Je les énonce pas ici, mais vous les connaissez. Est-ce qu'on va se retrouver le 30 au matin en se disant que au final ce débat n'a pas eu lieu?
c'est un risque très important. Déjà, il n'y a pas de profession de foi. Et donc, aussi peut-être le point qu'on... Non, si on a plus de temps. Okay. Bah, c'était déjà bien. C'était très bien. Voilà, mais j'ai bien essayé. Allez, merci de votre attention. La suite du tour de table de l'actu avec Olivier d'Artigol. On reviendra aussi sur cette forte vague d'inscriptions pour le vote. Ce qui ravit notre Olivier d'Artigol. C'est bien ça aussi, comme prononciation. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est la deuxième partie du tour de table de l'actu après Philippe Bilger, Tom Conan, Olivier d'Artigol sur finalement sur ces votes, enfin pas ces votes mais les procurations. Alors, il est en train de se passer quelque chose. Pourquoi ? À 11 jours du premier tour, le ministère de l'Intérieur a communiqué sur le fait que nous étions, depuis donc le soir des dernières élections européennes, à 700 000 procurations. C'est 6 fois plus que les législatives de 2022 à la même période. Il se passe donc quelque chose. Alors on peut dire que c'est peut-être la facilité d'accès à la dématérialisation de cette procédure de procuration. C'est-à-dire vous pouvez aujourd'hui sur un site, maprocuration.fr il me semble, faire votre procuration et elle peut être totalement dématérialisée si en plus vous allez sur France Identité de mémoire pour valider votre identité et donc la procuration est faite, ça vous enlève le déplacement. Mais je pense que ces raisons techniques n'expliquent pas cette vague assez spectaculaire. Je crois qu'il y a au final très certainement, et j'aimerais avoir l'avis des vraies voix, une repolitisation, ou en tout cas des personnes qui s'intéressent à ces élections législatives, qui, on s'en souvient avec le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, elle paraissait par le passé, juste après la présidentielle, comme une élection de validation, ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs le dernier coup. Est-ce qu'il n'y a donc pas là un climat de repolitisation ? À qui cette mobilisation va profiter? Est-ce que ça va renforcer des tendances données dans le rapport des forces par les élections européennes? Ou est-ce qu'il y a là les éléments d'une mobilisation d'un camp plutôt qu'un autre? Pour l'instant, je dois avouer que j'y vois pas très clair sur ce que cela dégage. En tout cas, cela sera une donnée nouvelle par rapport à l'élection européenne. Est-ce que ce sont des électeurs qui ont déjà voté aux européennes mais qui vont là vers la procuration pour différentes raisons, ou est-ce que c'est un électorat dormissant qui se réveille pour aller aux urnes? Vous avez raison, Olivier et moi, c'est un phénomène très intéressant, important, cette augmentation des procurations. Il faut dire que le futur sur lequel nous aurons à nous prononcer, évidemment, intéresse, je dirais, beaucoup de citoyens, donc on peut comprendre cette tension qui s'exerce. Alors, est-ce que, et votre interrogation s'arrête très légitimement à cet endroit, est-ce que c'est pour défendre la cause macroniste qui est apparemment mal en point, ou est-ce qu'au contraire c'est pour aller au secours d'une victoire présumée qui est ailleurs? Moi j'ai le sentiment, j'ai pas les données évidemment pour étayer ça, mais j'ai vraiment la conviction que c'est pour faire barrage à l'extrême droite. Que vraiment des personnes, peut-être dans la jeunesse, peut-être dans d'autres couches de la population aussi, il faudrait voir des statistiques précises là-dessus ex post comme on dit, mais j'ai l'impression que c'est ça, l'heure est grave, je pense qu'on peut quand même le dire. Aujourd'hui le RN est au port du pouvoir, c'est quand même la première fois que ça arrive dans l'histoire, en tout cas de manière aussi imminente si j'ose dire, donc je crois qu'il y a une prise de conscience et sans doute qu'une grande partie effectivement de cette repolitisation dont Olivier parle est justifiée par cette prise de conscience. Ou l'inverse. Oui, je suis frappé, Tom, de vous entendre en permanence, mais de manière tout à fait normale, dire que l'heure est grave et à chaque fois vous ajoutez l'extrême droite est au port du pouvoir. Moi, je considère que c'est parce que l'extrême gauche est au port du pouvoir que l'heure est grave. Je pense encore une fois que on peut chacun avoir son opinion sur le sujet. Oui, bien sûr. Non, mais je voulais pas que les auditeurs qui sont très attentifs pensent qu'il y avait une pensée univoque. Il n'y a pas une pensée univoque de la part
de tous les chroniqueurs, bien entendu, mais effectivement, en ce qui me concerne, de cette émission. Mais évidemment, mais en ce qui me concerne à titre personnel, effectivement, je considère qu'en effet que la LFI et RN, c'est pas du tout la même chose. Parce que ça aurait été bien que vous poussiez votre lucidité jusqu'à l'extrême gauche, c'est pas. On peut y aller par étapes ou pas? C'est encore possible. En revanche, je peux dire un tout petit point avant de laisser la parole, c'est que je pense aujourd'hui quand même les chances que le Front populaire gagne sont quand même assez sérieuses, ce qui est une très bonne chose. En revanche, je pense qu'il y a un gros travail à faire encore d'ici le premier tour sur la question des chiffres, sur la question de la crédibilité. Et Hollande, j'en parlais tout à l'heure, le disait, ça, c'est quelque chose d'indispensable pour que vraiment les électeurs aillent voter Front populaire en toute conscience et évidemment en étant au fait des chiffres, des programmes et sans être inquiet, parce qu'il faut vraiment que tout le monde consente pleinement à cela et que ce front soit beau et qu'il y ait une victoire ensuite qui soit pleine et entière. Et on peut dire que c'est moite-moite. Voilà, comme ça, c'est une part pour la droite, une part pour la gauche. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on saura, j'imagine, assez rapidement. Mais là où je vais dans le sens de Tom sur le sujet d'avant, c'est que l'hystérisation fait que malheureusement, sans profession de foi, sans programme, c'est difficile pour certains de se retrouver dans un parti ou d'un côté comme de l'autre. Dans une confusion. Oui, c'est ça. Allez, en attendant du bonheur, puisque nous avons une auditrice au téléphone au 0826 300 300 et elle s'appelle Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vraies voix. Et on est heureux de vous accueillir. Parlez-nous de cette jolie commune, Listrac-Médoc. Listrac-Médoc. Vous ne buvez pas de Bordeaux Si, il y en a certains dans le. Mais c'est vrai, Cécile ne boit pas d'alcool, mais il y en a certains dans le studio. Quand on a vu l'Istrac-Médoc, on a eu des réactions, on va dire, vives. Les papilles très positives. Les papilles qui frétillaient. Des troubles du comportement. On les a perdus. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais j'achète du vin pour mes amis. Donc voilà, je connais Listrac-Médoc. Voilà. Vous travaillez dans le vin ? Non, pas du tout. D'accord. Philippe, il aimerait bien travailler dans le vin déjà. C'est le consommateur. Mais de mon bureau, je vois les vignes à perte de vue. Comme c'est beau. On vous envie. Eh bien, écoutez, avec un joli petit château juste en face. Et voilà. Et on est le roi et la reine arrivent. Mireille, on est très heureux de vous offrir donc ces 4 places pour le volleyball assis. Ce sera le 30 août à 18h à l'Arena Paris Nord, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr. Paris 2024. On est très heureux. C'est Sud Radio qui vous l'offre et le collectif Handicap Visuel, puisque vous aurez non seulement le plaisir d'assister au JO, mais en plus le plaisir de faire plaisir à une personne en situation de handicap visuel. Et ça, c'est génial. Et voilà, et on se fait des nouveaux amis. Très très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Je remercie Sud Radio. Je remercie le collectif Handicap Visuel. Et ça sera avec plaisir qu'on accompagnera quelqu'un. Merci beaucoup Mireille. On vous embrasse. Et si jamais le Lustrac-Médoc veut offrir du vin à nos amis, dites-leur que c'est pas possible. Voilà. Ils sont déjà pleins comme des œufs. Merci beaucoup Mireille. On vous fait des gros bisous. Merci. À très bientôt et merci d'avoir joué avec nous. Allez, dans un instant, la suite des vraies voix avec nos invités. On est ravis de vous accueillir et puis dans un instant on va parler de je ne sais plus du coup de projecteur des vraies voix. Et j'avais une très bonne question puisque on va revenir sur le coup de projecteur des vraies voix avec vous m'avez dit face aux législatives. Allez-y. Voilà, face aux législatives anticipées du 30 juin, le 7 juillet prochain, la CGT appelle donc à voter le nouveau Front populaire. Et je dis que c'est vous qui buvez, c'est ça qui est dingue. Est-ce que vous croyez parlons vrai, est-ce que vous croyez en un syndicalisme apolitique? Est-ce que le fait que les syndicats penchent tous ou presque à gauche pose un problème démocratique? Les syndicats sortent-ils de leur rôle en donnant des consignes de vote? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? D'attend vos appels au 0826 300 300. Déjà, Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction du Capital Social et Sociétaire, secrétaire fédéral, confédéral de la CFDT. Bonsoir, merci d'être avec. Oh, mais ça va maintenant. Vous savez quoi? Je vais vous poser la question, vous allez me répondre et puis on va faire un petit. Non, je voulais juste vous demander, est-ce que donner des consignes de vote, c'est antidémocratique? Non, c'est la liberté des organisations syndicales, de certaines. Celles qui donnent leurs consignes de vote, c'est leur droit. On voit que la CGT le fait. CGT, jusqu'à une date récente, le secrétaire général était généralement membre du bureau du Parti communiste. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Très longtemps. Bernard Thibault, ça fait s'il est mort? Non, il était pas au bureau politique.
Absolument pas. Si Bernard Thibault. Non, il n'était pas au bureau. Ah ben il était membre. C'est quelques années que je connais, donc au bureau politique, non. Il était au comité central. Du comité central. Pas le bureau politique. Oui, le comité central. Comme moi, je suis pas au PC, je connais pas les subtilités marxistes. Je suis très précis. Bernard Thibault était bien un des responsables du Parti communiste. Il siégeait comme. Parce qu'au comité central du Parti communiste, c'est des irresponsables. Je vais vous répondre. Il y en a un qui met à son marteau, l'autre sa faucille. Ça va être chaud. Allez, à tout de suite. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, tout est rentré dans l'ordre. On a récupéré tout le monde. On sait où on en est dans l'émission. Tout va bien. Voilà, on a repris le lead. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan, Olivier d'Artigol et tout de suite avec Philippe David, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est la CGT qui s'engage dans cette campagne législative et qui appelle à voter au premier tour pour ce nouveau Front populaire. Nous avons réuni le Parlement de la CGT, donc toutes les unions départementales, toutes les fédérations. Nous pensons que c'est le programme qui répond le mieux à nos aspirations. Ça peut être le rôle d'un syndicat. D'abord, on l'a déjà fait en 1936, en 1945, en 1974, en 1981. On l'a aussi fait en 2012, quand il y avait un deuxième tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et c'est une décision rare de la CGT. Son comité fédéral national appelle à voter pour le nouveau Front populaire, jugeant son programme le plus adapté aux attentes des travailleurs. C'est la première fois que la CGT soutient un camp au premier tour des élections. Alors parlons vrai. Le fait que certains responsables syndicaux soient candidats aux législatives pose-t-il problème pour vous? Est-ce que les syndicats patronaux devraient eux aussi donner des consignes de vote? Et à cette question, les syndicats sortent-ils de leur rôle en donnant des consignes de vote? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Joseph Touvenel, est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, sur cette question. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on identifie le syndicalisme français comme très politisé par rapport à d'autres syndicats. Je pense aux syndicats allemands, par exemple. Mais ce qui me gêne dans la politisation des syndicats français, ça n'est pas la politisation elle-même, parce qu'à la limite, elle pourrait se tourner vers une philosophie de droite ou vers une conception de gauche. C'est le fait qu'en devenant politisé, un syndicat s'interdit d'appréhender la plénitude des problèmes sociaux parce qu'il choisit une vision hémiplégique de la réalité et donc manque à beaucoup de citoyens qui sont des travailleurs, des salariés, qui préféreraient parfois que ces syndicats de droite ou de gauche s'occupassent de sujets plus concrets pour eux, dépassant les idéologies. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, mais je le souhaiterais. Il s'occupe pas, c'est parce que il s'occupe pas, c'est parce que par-delà là le temps électoral, je vais y revenir, ces syndicats tout au long de l'année, qu'on partage ou pas leurs combats, leurs propositions, agissent, interviennent, discutent. On l'a vu sur un certain nombre de dossiers sociaux sur la dernière période. Là, la secrétaire générale de la CGT exprime une préoccupation, l'avenir du pays, politique et social. Et la première revendication de la CGT sur le plan salarial, que vous partagiez cette proposition ou pas et sa faisabilité, c'est les 1600 € net pour le SMIC. Or, il se trouve que vous retrouvez cette proposition dans le programme du Front populaire. Et vous ne trouvez pas une telle proposition ailleurs aujourd'hui. Donc, moi, je trouve plutôt sain qu'une dirigeante syndicale puisse, à ce moment-là, donner la vérité des prix, j'ai envie de dire, sur ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, d'autres sensibilités le font.
d'autres dirigeants syndicaux ont pu aller sur le champ politique. Raphaël Glusman dernièrement même proposé, avancer le nom de l'ancien secrétaire fédéral de la CFDT, Laurent Berger, comme un possible Premier ministrable, même s'il n'a pas fait écho à cette proposition. D'autres syndicats plutôt classés à droite dans certaines branches professionnelles que je ne précise pas, vont aussi parfois sur le terrain politique. Donc je trouve que tout cela est plutôt sain. Oui, à partir du moment en tout cas où ça a un intérêt pour les personnes qui sont défendues par le dit syndicat, donc de travailleurs ou de patrons, ça me semble totalement cohérent. Je dirais même que c'est en fait un des éléments essentiels aujourd'hui. Enfin, qu'on soit salarié, petit patron, grand patron, je ne sais quoi, c'est quand même un des éléments assez centraux dans les réformes, les programmes en tout cas qui sont envisagés par les différents candidats. Aujourd'hui, il est quand même important de savoir à quelle sauce on va être mangé en tant que travailleur, ou encore une fois dans une position qui serait différente. Donc c'est assez logique, assez cohérent de défendre des candidats et des programmes qui disent quelque chose de précis, en tout cas sur ces questions-là. Et effectivement, de la même manière, le patronat défendra en toute logique, ou en tout cas au moins donnera un petit peu une idée sur quelle personne a leur préférence. Joseph Touvenel, vous qui êtes à la fois syndicaliste, à la fois patron et à la fois vraie voix, vous allez parler vrai pour répondre aux 3 vraies voix du jour. Je reconnais, je l'ai dit, la liberté aux organisations syndicales. Si elles ont envie d'appeler à voter pour Tartampion, à le faire. Je pense que c'est une très grave erreur. Pourquoi ? Parce que quand je soutiens Tartampion, quand Tartampion est au pouvoir, par exemple François Mitterrand, hasard, alors là, je suis beaucoup moins dans l'opposition à ce que je considère comme mauvais pour les salariés, parce que j'ai une compromission avec le pouvoir. Et j'étais la semaine dernière avec des syndicalistes de l'Est, vous savez, l'Est communiste, la Serbie, la Roumanie, etc. Eux ont connu un syndicalisme totalement lié au pouvoir. Ils n'en veulent plus du tout. Ils veulent garder leur liberté. Après qu'il y ait des discussions en disant sur tel point on est plutôt d'accord avec un tel, mais appeler à voter sur une couleur politique me paraît une erreur grave. Et d'ailleurs, la CGT, quand on regarde le sondage Harris sorti des urnes, 25%, donc le quart des sympathisants CGT ont voté Rassemblement National. Ah oui. Eh oui, le quart, ce n'est pas rien. Il va falloir qu'ils s'expliquent avec ces gens-là en leur disant vous êtes des abrutis qui votaient n'importe comment. Je pense que le rôle d'un syndicat, c'est d'abord de représenter les travailleurs, et pour les représenter, c'est mieux dans les entreprises d'unifier sans les querelles politiques. Et l'expérience que j'ai, moi, j'ai une belle expérience syndicale quand même, en étant bien élu, donc vraiment représentatif, les querelles politiques restaient à la porte. Et ça, c'était très réconfortant. Après, les gens votaient comme ils voulaient. Et ce qu'on voit, c'est que le syndicalisme français, ça a été dit par Philippe à l'instant, est très politisé. C'est comme ça que le ressentent les salariés. C'est un gros reproche qu'ils font. Et on voit qu'après-guerre, il y avait 60% des salariés qui étaient syndiqués. Aujourd'hui, 8%. Je pense que si le syndicalisme français se mêlait moins de politique politicienne, ça veut pas dire de la vie de la cité, mais de politique politicienne en l'appuyant tel ou tel parti, les salariés s'y retrouveraient mieux avec les organisations syndicales. Mais je vous rejoins, Joseph. Il me semble qu'il y a un autre argument. À partir du moment où le syndicat est inspiré par une idéologie politique et sociale, naturellement, par rapport au pouvoir qui ne correspond pas à ses vœux, il est contraint de choisir une attitude de polémique et de controverse, et c'est ce qui donne au syndicalisme français cette étrange tonalité qui fait qu'il veut toujours arracher ce que parfois un pouvoir est prêt à lui concéder. C'est normal qu'une organisation syndicale présente des idées, présente un programme, et soit en accord ou en désaccord. C'est la façon de le faire, c'est absolument logique. Vous mettez au pouvoir un parti qui décide qu'il n'y a que le fric qui compte et les hommes doivent servir le fric et pas le contraire. L'idéologie syndicale du service des salariés, de la représentation des salariés, sera forcément contre. La ligne idéologique, c'est pas un gros mot. C'est même à la fois une nécessité qu'on ne travaille pas assez. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'extrême droite, d'extrême gauche. Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que ces extrêmes, ce que c'est exactement. Par exemple, où est la violence aujourd'hui politique ?
Et on me dit, des gens disent, l'horreur de l'extrême droite. Où est la violence politique? Qui tape dans la rue? Qui, quand je fais le trajet entre Bastille et République, qui casse les vitrines? Qui brûle les voitures? C'est ce qu'on appelle l'extrême gauche. Allez. Oui, il faut d'ailleurs dire que les syndicats demandent qu'une chose, c'est pouvoir manifester dans l'ordre et pas dans le désordre. C'est que c'est les Black Blocs qui pourrissent les rendez-vous syndicaux. C'est pas les dirigeants syndicaux qui veulent de ça. Parce que le soir, sur les chaînes d'info, il n'est jamais question des revendications. Alors la CGT appelle à être avec qui? Avec des gens qui visiblement... Non mais moi ça va être... La CGT appelle à voter... à des endroits où il y a des candidats qui soutiennent les Black Blocs. Alors on ne peut pas dire, je suis contre les Black Blocs et soutenir. Mais si. Ça me semble déraisonnable. Poutou il est contre. Poutou il est contre la violence. Très rapidement, ça me semble déraisonnable. C'est peut-être déraisonnable de la part de la CGT. Nous vivons une période déraisonnable. Je voudrais répondre. Non, mais c'est déraisonnable de dire que Sophie Binet soutiendrait les Black Blocs. Voilà. Mais je vais faire la parenthèse. J'ai pas dit Sophie Binet, j'ai dit la CGT appelle à voter pour des gens qui soutiennent en partie les Black Blocs. J'ai bien compris ton message et je le juge déraisonnable. Je voudrais répondre à Philippe Bilger sur ces syndicats qui veulent toujours arracher. Mais cher Philippe, il y a quand même un problème de dialogue et de compromis social dans notre pays. Pendant des décennies, il y avait ce qu'on appelle le compromis social historique qui fait que des intérêts divergents arrivaient sur certains moments à signer, à toper avec un capitalisme qui avait plus à cœur le développement du pays que les fonds de pension qui viennent des fois s'engager dans des usines et les lâchent 3 ans après. Un point d'histoire par rapport à ce que disait Joseph. Il y a quand même des exemples fameux dans l'histoire qui sont des contre-exemples par rapport à ce que tu disais, en particulier Solidarność en Pologne dans les années 80, mené par Lech Walesa, qui justement est très engagé politiquement et comme tu le sais, comme chacun sait, s'oppose au pouvoir politique et a un rôle très important dans l'effondrement. Il s'oppose à une dictature. On n'est plus dans une lutte politique, on est une lutte pour la liberté. Le rôle du syndicat est donc aussi politique. On est dans une lutte pour le respect des droits fondamentaux humains. C'est pas une lutte politique. Le rôle du syndicat est donc aussi politique. Différent. Allez, 0826 300 300, on va à Mont-de-Marsan avec Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Ludovic, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Une réaction. On vous écoute. Oui, déjà le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts professionnels des salariés. C'est pas pour moi de faire la politique. Quel dialogue ils vont instaurer, par exemple, à ceux qui appellent à voter Front Populaire? Quel dialogue ils vont instaurer si c'est le RN qui gouverne? Comment ils vont pouvoir défendre aussi certains intérêts, et notamment même des intérêts de gens qui votent RN au sein de leur propre syndicat? Bon, en plus, ils ne pèsent pas forcément grand chose. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, s'ils seront écoutés. Ça leur appartient, et quelque part aussi certains syndicats personnellement me révoltent, parce que quand on voit le chantage qu'ils font pour les Jeux Olympiques pour obtenir des choses par part du chantage, c'est purement sans se soucier du reste. Mais franchement, parfois j'en ai un peu ras-le-bol qu'ils outrepassent un peu certains droits. Voilà, c'est la question que moi je voulais vous poser, c'est qu'une fois que si demain le RN passe, il nous reste 40 secondes. Comment ça va se passer à la CGT? Il va y avoir, ça va être troublant. Ils vont refuser de rencontrer le ministre des Affaires sociales? Non, mais si une partie de la CGT. C'est tout le problème de la démocratie. C'est très intéressant la question. C'est est-ce qu'on respecte la démocratie ou pas? Alors qu'on puisse contester, c'est normal. À un moment donné, j'en entends certains qui disent je ne respecterai pas. Ces gens-là, ceux qui disent ça, ne sont pas des démocrates. Ces gens-là sont dangereux pour notre pays, sont dangereux pour la République. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Tom Conan, merci beaucoup Olivier d'Artigol. À mercredi. Et vous restez avec nous dans un instant. C'est un sujet très important. On va vous parler du secteur du bâtiment qui souffre, et le patron de la CAPEB sera avec nous, Jean-Christophe Repon, dans un instant pour répondre à nos questions et porter aussi des propositions. À tout de suite.